de remettre cet insigne. Je l'ai fait, j'ai osé, parce que j'ai du respect pour la fonction et de l'estime pour la personne. Deuxième remerciement, c'est à toi, Martine, ma compagne, pour ta compréhension, ton ouverture. Ton ouverture d'esprit et ta patience, je dirais même ton abnégation. Tu m'as permis de mener à bien, au-delà de la mission de visiteur, cet engagement si chronophage et si prégnant de président de l'ANVP. Je partage avec toi cette distinction. Mais si je réduis à ce point ma séquence de remerciements, ceux qui me connaissent savent que je ne donne pas mon temps de parole si facilement. Et je voudrais simplement aujourd'hui vous dire, Madame la Ministre, que je ne suis pas seul responsable de ma présence ici. Et je voudrais, dans mon allocution, qui sera forcément trop longue, associer tous ceux qui ont contribué à un moment donné à faire ce que je suis et que vous reconnaissez aujourd'hui. Les premiers que je veux dénoncer, c'est forcément ma famille. Et les tout premiers, c'est les parents. Ils sont partis il y a longtemps, il y a une trentaine d'années, mais je suis sûr qu'ils nous surveillent et qu'ils doivent être heureux parce que toute leur vie a été orientée avec nous et pour nous, les enfants. Conduire à bien une famille de 10 enfants au milieu du XXe siècle, ça ne devait pas être facile. Je ne les ai pas entendus se plaindre une seule fois. Je tiendrai une parole récurrente de ma brave mère qui, tous les soirs, quand elle nous couchait, nous demandait de prier pour ceux qui n'avaient pas un bon lit comme nous. Et sur le moment, comme les ressorts qui ressortaient du matelas et des sommiers plutôt amortis qu'on avait me caressaient l'épaule, j'avais tendance à être un peu perplexe. Et puis je me suis rendu compte, le temps passant, je me suis rendu compte combien ce souci de l'autre, inculqué via le support de la foi, m'a marqué et accompagné toute ma vie via d'autres vecteurs. Les deuxièmes que je dénoncerai, c'est la fratrie ou la smala, si vous voulez. C'est pas rien d'être le 10e d'une famille. Mais la grande famille, c'est l'école communale d'antan pour moi. C'est l'école à classe unique, c'est l'école à niveau multiple, c'est celle où les grands aident les petits, celle où les petits aspirent à rattraper les grands, c'est celle du partage obligé. Et puis, dans ma jeunesse, j'ai eu la chance de rencontrer dans mon village, à 10 km de Belfort, un monsieur, il s'appelait Michel Crimon, dessinateur industriel à l'Alstom, Belfort, engagé syndicalement toute sa vie. C'est lui qui m'a donné l'envie de militer pour plutôt que militer contre. C'est moins confortable, mais c'est tellement plus riche. Et c'est lui qui m'a fait passer, qui m'a fait prendre la mesure du collectif. Je le remercie régulièrement de m'avoir fait passer de la charité chrétienne à la solidarité collective. Il en était fier et fort heureux, ce qui ne l'a pas empêché de mal tourner, puisqu'à la retraite, il est devenu curé. Ensuite, j'ai attaqué mon parcours professionnel en 3 étapes. Je suis arrivé chez Peugeot dans les années 70 en qualité d'informaticien. C'était le temps de la société libérale avancée de notre président Giscard d'Estaing. Je ne sais pas si elle était avancée, mais de sûr, elle était libérale. C'est le moment où, dans l'industrie, le personnel est devenu une ressource, pas neutre. Je suis rentré chez Peugeot avec un chef du personnel qui dirigeait les hommes et les femmes. J'en suis sorti avec un DRH qui gérait des ressources. Peugeot, pour réussir ce qu'il pensait être une grande ambition, avait mis en place un staff de choc à la tête des ressources humaines, composé du général Février et de son adjoint, le colonel Cocogne. Ça ne s'invente pas. Pour gérer des ressources. Ces 2 personnes que je n'ai jamais rencontrées, par leur attitude et leur méthode, eh bien, elles m'ont convaincu qu'au-delà du statut social et de l'argent, il y avait de façon impérative l'engagement collectif. Ça m'a valu un statut de cadre que je n'ai pas eu, mais je m'en suis remis. Ensuite, à Besançon, entreprise moyenne, j'ai fait une rencontre en la personne de Bernard Tournier, qui était le président fondateur de cette entreprise. C'était un personnage atypique dans le monde patronal byzantin. Il avait une marotte. Il embauchait des sortants de prison. Et je vous demande un peu. Cela m'a beaucoup interrogé et un jour je lui ai demandé ce qui l'animait à être ainsi le patron des dollars, comme il aimait se faire appeler. Et il m'a dit, c'est ma contribution à leur remise dans le circuit. Quand ils sortent de tôle, personne n'en veut. Quand ils sont passés chez moi, ils sortent d'une entreprise, je les dédouane. Alors Bernard, toi, l'agnostic proclamé, tu dois bien être planqué dans un coin de ce salon. Et il faut que mes interlocuteurs sachent maintenant que quand je pousse le slogan « pour un retour positif dans la société » ou reprendre sa place dans le jeu collectif, plutôt que de dire réussir la sortie, eh bien c'est à toi qu'ils le doivent. Ensuite, je suis rentré à l'AFPA. Après les fonctions de directeur financier, j'ai effectivement fait le choix de retourner vers l'homme,
au service de l'homme en entrant dans un grand organisme de formation, l'AFPA, qui était bras armé de l'État quand il avait encore envie de faire fonctionner l'ascenseur social. Là, j'ai changé complètement de référentiel. J'ai vu combien l'investissement sur l'homme est nécessaire et valorisant. J'ai aussi découvert la noblesse de la mission de service public quand il est servi par une administration ouverte et à l'écoute. Ceux que je veux dénoncer ici, ce sont forcément les stagiaires de la formation professionnelle. J'en ai vu pendant 23 ans, donc, qui n'avaient pas réussi à mettre le pied à l'étrier ou qui avaient quitté le circuit pour une raison ou pour une autre. Et leur retour positif dans le circuit est la plus belle de mes gratifications. Dans le premier groupe de stagiaires qu'on m'a confié, en avril 85, ça va faire donc 34 ans dans un mois, il y avait un dénommé Michel, un gars qui était plus âgé que moi. Et j'en ai été un peu déboussolé parce que, et ça doit être le syndrome du petit dernier de la grande famille qui entendait toujours « sois grand » et que les corps renvoyés « reste notre petit », je ne concevais le maître et le formateur que comme un ancien. C'est là que j'ai compris que le savoir et la connaissance et leur transmission n'étaient pas l'exclusivité des grands. Et puis c'est là que j'ai découvert le monde carcéral en évaluant une personne incarcérée à la maison d'arrêt de Villefranche. C'est là aussi que j'ai appris les premiers gestes de l'opération, ce que j'appelle l'opération striptease devant le détecteur de métaux. La gourmette, la montre, et même les chaussures maintenant. C'est là que j'ai appris aussi à effeuiller ma personnalité à chaque porte passée, chaque gâche électrique qui claque. C'est l'AFPA que j'ai découvert combien il est indispensable d'accompagner les personnes incarcérées. Je me vois encore accueillir un stagiaire pour une formation longue. Il était tout perdu devant la responsable de l'hébergement, qui lui donnait les clés de sa chambre, et se tournant vers moi, il me dit « Je suis paumé, ça fait 10 ans que je n'ai pas eu de clé dans les mains, et demain, comment je vais faire ? Dans le tour de table de présentation, j'ai un trou de 10 ans dans mon CV. » Il sortait de Centrale. Et c'est des choses qui m'ont marqué et qui m'ont forcément amené à ce que je fais maintenant. J'ai aussi la chance de partager pendant cette période AFPA un vrai engagement collectif au niveau de mon organisation syndicale. Certains qui sont ici présents sont naturellement dénonçables. Je pense à Pierre Confavreux, qui est là, notre secrétaire général national, grand chef du moment, un peu mai 68 mal guéri, qui a failli me retirer son amitié quand j'ai été nommé directeur plus tard. Toi aussi, tu osais faire du syndicalisme pour Pierre, et j'ai beaucoup aussi appris à ton contact. Et on avait vraiment une bonne équipe régionale en Rhône-Alpes. L'équipe idéale pour moi, une vraie fraternité, joyeuse, solidaire, qui ne se prenait pas au sérieux et qui bossait, qui avait des bons résultats. Oui, Pierre, tu m'as confié des clés à 36%, je puis les redonner à 45%. Exigeante quand elle savait se faire respecter par les directions d'établissement. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup donné, mais j'ai aussi beaucoup gagné, puisque c'est là que j'ai rencontré Martine, dont je ne doute pas qu'elle était certainement plus impressionnée par ma personnalité que par ma méthode d'animation d'équipe, sur laquelle s'interrogeait beaucoup Peggy, sa fille, et qui m'avait affublé d'un nom. Où elle est, Peggy ? Comment tu m'appelles ? Le gourou. Voilà. Sur un autre domaine, pendant ces 23 ans, j'ai aussi vu et déploré la régression de la formation professionnelle. Quand une société ne sait plus traiter le collectif, elle responsabilise l'individu, voire le culpabilise, en l'occurrence le demandeur d'emploi, en lui donnant un chèque plutôt qu'un cadre et un accompagnement. La réussite collective d'une société ne peut pas se réduire à la somme de réussites matérielles individuelles. J'ai eu aussi à connaître les effets d'une décentralisation dogmatique de la marchandisation de la formation professionnelle, signe que même l'État ne voulait plus investir sur l'homme, que la formation n'est devenue qu'un accessoire de leurs ressources. Et puis après avoir beaucoup travaillé, j'ai pris une retraite oisive, et là je suis parti dans mon engagement, un engagement nouveau, enfin qui m'était venu à l'esprit, de visiteur de prison. Mon premier contact dans ce monde si particulier de la pénitentiaire, je voudrais aussi le dénoncer, c'était l'aumônier catholique de l'époque. Il m'a présenté la richesse de la mission, l'humilité, la disponibilité d'esprit et de cœur dont un visiteur doit faire preuve. Il a attiré mon attention, moi qui finissais sur un parcours professionnel plutôt speed, sur le fait que je devais intégrer le facteur temps. Il m'a conseillé de conjuguer le verbe attendre à tous les temps, ce que j'ai fait méticuleusement, et au bout de 2 mois, faisant preuve d'autonomie, ou au moins que ce soit du pragmatisme, j'ai enlevé le conditionnel. Madame la ministre, le temps en prison n'est organisé qu'à partir de la douche, de la promenade et de la gamelle. Comment peut-on demander à quelqu'un de se projeter dans un projet sans plus de repères temporels? Il m'avait aussi prévenu, le regard un peu rieur, vous verrez, tout est procéduré, réglementé, écrit. Il avait rajouté, ça ne marche pas, tout le monde le sait, mais tout le monde fait comme si. Bon, ça n'engage pas. Bien sûr, moi, ce que je veux dénoncer, c'est mes collègues visiteurs de la NVP,
mes collègues dijonnais qui m'ont accueilli, signe de l'importance d'une association. Je ne me voyais pas être visiteur indépendant. Je pense à Gérard, un visiteur, 30 ans de visite, qui se définissait comme citoyen, bénévole, écoutant. Il aurait bien voulu que j'en fasse le slogan de la NGP, mais je n'ai pas tout intégré. Mes collègues administrateurs, actuellement, avec une pensée particulière pour René Folzer, qui vient d'être touché par une maladie grave, et mes collègues administrateurs qui se plaignent du tournis généré par les projets et les chantiers, tous plus urgents les uns que les autres, que j'impulserai au sein de la maison, qui se plaignent aussi de mes mails et de mes SMS nocturnes. J'ai beau leur dire qu'à notre âge, le tournis, ça peut venir de l'oreille interne, mais ils n'entendent rien. Une mention particulière pour Didier Baudouin. C'est mon vice-président et complice depuis 4 ans, qui montre 2 grandes qualités en complémentarité de mes insuffisances ou de mes défauts. C'est un élément régulateur et rassurant pour l'équipe, il en a besoin, et il se définit lui-même comme réservé et plutôt taiseux, ce qui me laisse de vrais boulevards de prise de parole quand nous allons vous voir. Et puis comment ne pas dénoncer celle qui assure la présence et la permanence dans le temps de notre association, notre délégué général qui assure depuis maintenant plus de 10 ans la continuité de l'association et qui prend de mieux en mieux sa place dans l'organisation et à qui j'impose une charge de travail qu'elle doit juger indigne d'un ancien syndicaliste. Mais Laurent, ce syndicalisme, c'était avant. Et puis il y a dans la salle Carole, qui était mon assistante dans mon dernier emploi salarié. Elle t'expliquera que finalement ça fait du bien quand ça s'arrête, mais qu'on s'en remet vite. Un point particulier pour les associations qui gravitent autour de l'incarcération, elles sont nombreuses, elles sont riches. Je voudrais simplement citer celles que je rencontre à Dijon et qui font beaucoup plus d'actes que de déclarations. Si nous, visiteurs, on peut dire des détenus, ça existe, j'en ai rencontré, eh bien, je pense que certains peuvent dire des enfants de détenus, ça existe, j'en rencontre. Et je pense à Anne d'Exemple, qui est présidente du relais parents-enfants. Association tellement discrète, mais tellement indispensable, me semble-t-il, pour maintenir ce lien. D'autres peuvent dire des familles de détenus, ça existe, j'en ai rencontré. Je pense à Christian Lano, de l'accueil Magenta et de l'accueil famille en général. Et puis je rajouterai François Bellamy, du Secours catholique. Pas de méprise, j'ai bien dit François et pas François Xavier. Les derniers que je veux dénoncer sont les personnes détenues, j'en ai bientôt terminé. Elles m'enrichissent et je les dénonce tant leur histoire de vie m'alimente, me renforce, dans mon souci de l'autre, positif, non condescendant, tellement exigeant. Quelque part, je ne donne pas mon temps pour eux, mais je le mets à leur disposition. Je ne les aide pas, mais je me propose comme appui dans leurs projets et j'ai le sentiment d'être utile. Je ne veux pas ici rappeler les conditions difficiles, vous les connaissez, Madame la Ministre, et je sais que vous y êtes sincèrement sensible. Vous avez eu la délicatesse d'ailleurs de nous recevoir très vite après votre prise de fonction, de la même façon que la présidente de la commission des lois. Si la prison en tant que telle est une forme d'échec de la société, les conditions actuelles d'incarcération sont véritablement un échec. Mais les évolutions portées par la loi justice marquent des signes très encourageants et la NVP a suffisamment alerté sur l'inefficacité et la dangerosité des peines, de la promiscuité dans les maisons d'arrêt, sur l'insuffisance de l'accompagnement et de la préparation pour l'après, pour ne pas souligner les points positifs inscrits dans cette loi. Je pense l'absence d'incarcération en dessous d'un mois, les peines de moins de 6 mois à l'extérieur, mais attention à la prison pour la famille. Il y a là un vrai danger. On sait que le détenu lui-même pète les plombs au bout de 6 mois, mais le bracelet, c'est mettre aussi la famille en prison. Et on se soucie là. Le sursis de probation, l'obligation d'aménagement des tiers, la création de 2000 places de structures d'accompagnement vers la sortie. Voilà. Alors, mais je pense sincèrement que tout ceci ne pourra apporter ses fruits qu'à 3 conditions, et je l'enlève ce que je vois. La première, c'est que les juges s'emparent des dispositions nouvelles, et pardonnez-moi l'expression, ne nous refassent pas le coup de la contrainte prénatale. Qu'ils endossent leurs décisions, comme l'a dit le président de la République dans son discours le 6 mars à Agen. De même, je rêve de juges qui fassent l'effort de se faire comprendre par ceux qu'ils jugent. De juges qui admettent qu'expliquer n'est pas dangereux pour leur propre autorité, au contraire. Et je pense particulièrement aux juges d'application des peines. Je suis invité en fin de ce mois à intervenir à leur colloque national fin mars. Je ne sais pas comment je vais leur dire, mais il va falloir que je trouve la façon. Il y a besoin d'explications, on voit beaucoup trop de personnes qui restent, d'ailleurs on voit ceux qui restent parce que le JAP a dit non, mais on voit tellement d'aigreurs générées, on peut en enlever la moitié, mais il en reste quand même une moitié qui s'il y avait eu des explications.
Le deuxième point, c'est qu'une place plus importante et plus clairement affichée soit réservée à la société dans la prison, au service du travail de préparation au retour positif dans la société, en quelque sorte qu'on arrête de faire de l'insertion hors sol. Il faut qu'on crée les conditions d'une osmose positive prison-société. Tout est à inventer. Et la troisième position, c'est la réussite de l'individualisation dans l'exécution des peines, que vous avez inscrite dans la loi, demandera une plus grande implication humaine, et seul le monde professionnel ne pourra pas y subvenir. Le monde associatif est prêt à se mobiliser. Votre collègue Pénicaud disait la semaine dernière à la télé que la meilleure chance de retour en emploi était une prise en charge immédiate et efficace des demandeurs d'emploi par Pôle emploi. La situation est exactement la même pour les personnes qui arrivent en prison. Dans l'action des SPIP, c'est immédiatement et ne pas attendre N mois avant tout ça. Mon souhait est que l'engagement des associations soit mieux reconnu et valorisé, que soit recherché ensemble avec les associations une relation de confiance, de partenariat, de complémentarité, beaucoup plus productive qu'une position de délégation, de subordination, voire de soumission. Si les bénévoles n'apportent pas la compétence de diplôme, ils sont riches de la compétence d'expérience qui mérite d'être reconnue. Depuis 50 ans que je bourlingue dans l'associatif et le syndicalisme et dans le ménagement, je n'ai jamais vu un tel écart maintenu entre les partenaires. Je n'en peux plus par moment de faire le grand écart entre l'impulsion que je tente de donner au CA, avec le CA au niveau national, pour faire de la MVP 85 ans, une vieille dame moderne qui ose avancer avec son environnement, et chantier sur lequel je rencontre des gens à la direction d'administration pénitentiaire avec lesquels je suis en confiance, et puis les mails que je reçois toutes les semaines, quasiment toutes les semaines, de collègues du terrain qui se plaignent des conditions du vécu, tant l'écart est grand sur l'application comme sur la considération, tant les engagements sont au mieux ignorés, parfois bafoués. À défaut de confiance, qui vous est cher, Madame la Ministre, tant on le respect, c'est la ligne hiérarchique qui l'impose, encore faut-il que les associations le revendiquent. Voilà, je vais terminer selon mon parcours, mais je voudrais quand même dire deux mots, regarder devant, parce que cette intervention, qui n'est pas nostalgique, mais qui se lit quand même avec un rétroviseur, je voudrais regarder un petit peu devant, et qui mieux que vous, les petits-enfants, pouvaient être bien placés pour parler avec moi de ce qui est devant. Vous, les Franc-Comtois, Canel, Alana, Elliot, Abigail, les Lyonnais qui sont empêchés, Kalissa et Ismaël, et les deux garnements grenoblois, Romain et Kevin. Tout d'abord, je veux vous dire que si votre mamie et moi, eh bien, nous avons encore envie d'être, d'agir, ben c'est parce que vous et vos parents, par l'amour que vous nous donnez, vous nous y poussez. Maintenez la pression, il en a besoin parce qu'on fatigue. Vous avez la chance d'avoir des parents bien. Vous avez la chance d'avoir des parents qui vous aiment et qui vont créer les bonnes conditions pour votre épanouissement dans la vie. Vous avez l'intelligence qui va vous permettre d'acquérir l'instruction. Donc finalement, dans cette vie que je prévois belle pour vous, faites en sorte que votre réussite et votre épanouissement ne servent pas seulement à vous, mais que ça rejaillisse autour de vous. Gardez toujours en tête l'histoire du bon lit que ma maman me racontait il y a 60 ans et que d'autres n'avaient pas. L'autre, il y a toujours une pensée pour l'autre. L'autre, c'est celui qui est à côté de nous et qu'on ne voit pas. C'est peut-être parce qu'on le rend invisible, parce qu'on l'ignore, parce qu'on catalogue volontairement. Mais l'autre, c'est aussi une superbe lumière qui s'allume et qui éclaire votre chemin quand vous lui laissez la possibilité de s'exprimer. Alors, plutôt que vous regardez et d'être refermé sur vous-même et en étant comme ça, soyez ouvert sur les autres et vous verrez dans votre tête, dans votre cœur, gardez toujours une place pour l'autre, votre vie en sera plus chouette.